Donc la réflexion sur les échanges commerciaux remonte aux prémices de la théorie économique. Dès le XVIe siècle, comme la caractérisation de l'insertion des pays était la découverte du nouveau monde, on s'est posé la question de savoir quel était l'avantage, quelles étaient les conséquences de ces relations commerciales entre l'Europe et les nouveaux continents découverts. Et à cette époque, la perception était qu'un pays devenait riche en accumulant de l'or. Et donc, sa capacité à exporter et donc à récupérer des sacs d'or était fondamentale. Il y avait donc un intérêt très fort à essayer de maximiser sa capacité à exporter. C'était les théories mercantilistes. Il y a eu un basculement avec la fin du XVIIIe siècle où on s'est rendu compte que la caractéristique d'un pays riche, ce n'est pas d'être celui qui exporte le plus, mais finalement celui qui importe le plus. Ce qu'il faut pour être riche, c'est travailler peu, exporter des choses qui valent beaucoup d'argent, mais en faisant moins d'efforts possibles, pour pouvoir importer beaucoup. L'exemple type de la théorie des avantages comparatifs développée par Ricardo et Sherolyn Samuelson, c'est d'avoir deux pays qui vont avoir des compétences distinctes. Donc l'Angleterre va avoir un avantage comparatif à produire du drap, et elle va le faire avec une productivité élevée. Et le Portugal, à l'inverse, va avoir un avantage comparatif lié peut-être à son climat pour faire du vin. Donc l'Angleterre va exporter des draps. En échange, elle va importer du vin et c'est cette capacité d'importer des choses qu'elle aurait mis beaucoup d'efforts à produire elle-même qui matérialise cette richesse. Et donc là, l'intérêt est que plus on exporte, plus on importe, plus ça incarne la capacité d'être riche. Donc le lien entre échange et croissance et richesse arrive très très tôt et finalement c'est une extension de toute la théorie économique qui cherche à rationaliser l'activité et ça reflète exactement la théorie classique où tout le monde n'a pas vocation à faire toutes les tâches. Il faut trouver les individus au sein d'un pays ou au sein d'une entreprise qui sont les meilleurs à faire une tâche donnée, leur donner cette tâche pour libérer de l'énergie, du temps, pour les autres à faire la tâche pour laquelle ils sont les meilleurs. Donc finalement, on peut voir la théorie du commerce international comme une extension de toute la théorie classique. On pourrait dire qu'il y a trois théories successives. La première date de David Ricardo, c'est la théorie des avantages comparatifs. Les pays exportent, chaque pays exporte les biens pour lesquels il a ce qu'on appelle un avantage comparatif. Donc il peut être le meilleur dans tous les biens, avoir la plus grande productivité, la meilleure du monde dans tous les biens. Il va se concentrer sur les biens pour lesquels il est relativement le meilleur, c'est-à-dire pour lesquels il a un écart par rapport aux autres qui est le plus important. Ça, c'est la théorie des avantages comparatifs. Ensuite, on a une deuxième théorie qui est la théorie Heckscher-Ohlin-Samuelson qui essaye d'expliquer ces avantages comparatifs par ce qu'on appelle les dotations de facteurs, capital et travail. Et donc, un pays va exporter les biens qui sont intensifs dans le facteur dans lequel il est bien doté. Ça veut dire que, par exemple, un pays où il y a beaucoup de main-d'œuvre, peu chère, eh bien, le pays va se spécialiser dans les biens qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre et donc relativement peu de capital ou de recherche et développement. Et puis, il va importer les biens qui sont intensifs en capital. On peut étendre donc, travail qualifié versus travail non qualifié. Et donc, un pays qui a beaucoup de travail peu qualifié, par exemple, va se spécialiser sur des biens qui utilisent beaucoup de main-d'œuvre peu qualifiée et pas beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Ensuite, on a une troisième théorie qui explique plutôt les échanges de biens similaires. Pourquoi est-ce que la France exporte des voitures et importe des voitures, finalement ? Et donc, la théorie pour expliquer ça, eh bien, c'est la différenciation, soit verticale, donc on exporte des biens d'une qualité différente de ceux qu'on importe. Donc, par exemple, la France, qui a une tradition textile, exporte des biens haut de gamme dans le textile, l'habillement, et importe des biens bas de gamme. Et il y a la différenciation horizontale, de variété. On importe et on exporte des voitures qui ont le même gabarit, la même puissance, simplement, elles n'ont pas la même forme, le même confort, la même taille de coffre, de taille de boîte de gants, et donc on est content d'avoir plus de variété. Les consommateurs sont contents quand ils font leur choix d'avoir le choix entre plusieurs modèles, même de la même qualité.
Alors je parlais tout à l'heure de la première mondialisation, de ce développement du commerce au XIXe siècle. Il a été marqué par un échange qui était relativement asymétrique, lié au niveau de développement du pays. Les pays les plus développés avaient vraiment un avantage, ils étaient beaucoup plus performants, beaucoup plus efficaces dans la production de produits manufacturés, ce qui au début en particulier était le cas dans les produits du textile pour le Royaume-Uni, qui était vraiment la puissance industrielle dominante de l'époque. C'est ce qu'on appelle un commerce interbranche, c'est-à-dire qu'il y a des différences, il y a des avantages comparatifs assez marqués qui font que certains pays sont plus performants que d'autres dans certains secteurs, soit parce qu'ils ont des dotations factorielles, ça peut éventuellement être d'ailleurs des ressources naturelles, mais ça peut être aussi plus de travail, du coup le travail est moins cher, ou bien pour les pays les plus riches, plus de capital. Et puis des différences de technologie aussi qui font que justement les pays les plus avancés, ils sont beaucoup plus performants en comparaison des autres dans des secteurs, disons, manufacturés. Ça, c'est vraiment la matrice, disons, des explications de ce commerce qu'on nomme interbranche. Et après la Deuxième Guerre mondiale, quand le commerce international a recommencé à s'intensifier, on a retrouvé initialement cette matrice de commerce interbranche qui était vraiment le moteur des échanges internationaux. À partir des années 60, on a constaté une évolution qualitative importante, une sorte de rupture vraiment dans la nature du commerce international, parce qu'on a vu le développement très rapide de commerce entre des économies qui étaient similaires et qui s'échangeaient des produits qui eux-mêmes étaient similaires. Ce qu'on nomme souvent par commerce intrabranche, c'est-à-dire des échanges de produits qui sont similaires entre eux, au sein d'une même branche. Pourquoi cela? Parce que les coûts de transport étaient beaucoup plus limités et dans le même temps, on avait des économies qui produisaient le même type de biens, mais dans des variétés différentes. Il y avait des variations autour des mêmes biens et les consommateurs apprécient d'avoir le choix entre différentes qualités. Et puis les producteurs aussi, quand ils ont besoin de biens intermédiaires, ont besoin d'avoir des variétés, disons, à leur disposition, d'avoir des fournisseurs relativement variés. Donc, le commerce interbranche n'a pas cessé à ce moment-là, mais la dynamique, elle était dans ce commerce de produits similaires. Ensuite, dans les années 80, on a toujours eu cette part importante du commerce intrabranche, et la nouveauté, je dirais, ça a été que les pays en développement ont progressivement renforcé leur présence dans le commerce mondial. Ils ont eu un commerce très dynamique et notamment ils ont commencé à devenir performants, même relativement aux pays riches, sur certains produits manufacturés, en particulier de manufactures légères, type textile habillement en particulier au début.